Bonjour, messieurs, dames. On va attendre quelques minutes, le temps que nos participants nous rejoignent. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Le webinaire va vraiment débuter dans quelques instants. Il s'agit d'attendre encore 2 minutes, le temps que les participants se joignent à nous. Excellent. Donc, il est 11h03, je pense qu'on est prêt à débuter. Bonjour, bienvenue. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. J'espère que tout le monde se porte bien. Premier webinaire de l'année qui porte sur l'entrepôt de données modernes. Je me présente, je m'appelle Samir Amoun, je suis chargé de compte chez le groupe NEOS et je serai l'hôte du webinaire d'aujourd'hui. Avant de débuter, j'aimerais juste passer en revue quelques points concernant le déroulement de la session. On vous l'a mentionné par courriel. Il va y avoir une session de questions-réponses à la toute fin du webinaire. Donc, à tout moment, n'hésitez pas à utiliser le bouton qui va se trouver à droite de votre écran pour nous envoyer vos questions dans le chat. Gabriel se fera un plaisir d'y répondre le moment venu. Deuxième point, il y a le visuel et l'enregistrement qui vous seront partagés dans les prochains jours pour que vous puissiez vous y référer quand bon vous semblera finalement. Donc, restez attentifs pour la réception des ressources. Et troisième point, si on manquait de temps, ce qui m'étonnerait ou que des questions vous viennent en tête une fois que le webinaire est terminé ou suite à la consultation des ressources, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse info@groupeneos.com. L'adresse va vous être présentée à la toute fin, donc pas besoin de la noter. Et le webinaire d'aujourd'hui vous sera présenté par Gabriel Guimont-Prévost, qui est un passionné des données et qui comble le rôle d'architecte de solutions chez le groupe NEOS. Gabriel a développé ses compétences à l'Université de Sherbrooke en administration des affaires et en intelligence d'affaires. Parmi ses responsabilités, il est particulièrement talentueux pour aider nos partenaires et nos clients à extraire le plein potentiel de leurs données et les transforme finalement en actifs stratégiques d'entreprise. Donc, Gabriel travaille sur des initiatives liées au lancement ou à la modernisation des organisations en tout ce qui concerne l'analytique et l'analytique avancée, en soutenant et en améliorant leur performance grâce aux données. Donc, messieurs, dames, sans plus tarder, je cède la parole à notre expert Gabriel, qui va vous présenter le webinaire vers un entrepôt de données moderne. Bon webinaire. Un gros merci, Samy, pour l'introduction. Puis vraiment un gros merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui. C'est à mon tour ce matin de vous souhaiter la bienvenue dans notre webinaire sur l'entrepôt de données modernes. Donc, encore une fois, mon nom est Gabriel, puis ça va me faire un grand plaisir aujourd'hui de partager les prochaines minutes avec vous
pour vous partager plus d'informations sur l'entrepôt de données moderne. Justement, allons voir qu'est-ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va couvrir plusieurs éléments qui tournent autour de l'entrepôt de données moderne. Puis, comme toute nouvelle information qu'on veut apprendre, on va commencer par une solide définition. Puis, on va regarder aussi c'est quoi les différents bénéfices pour votre organisation d'avoir un entrepôt de données moderne. Aussi, on va revenir un peu sur les entrepôts de données plus traditionnels qu'on trouve aujourd'hui dans les organisations, puis pourquoi aussi l'info nuagique est important quand on vient développer un entrepôt de données moderne. Aussi, on va détailler les 5 différentes couches qui existent et on va voir plusieurs services qui sont offerts au niveau de Microsoft, donc dans Azure, qui sont vraiment intéressants à comprendre dans le développement de votre entrepôt de données moderne. Donc, sans plus tarder, on commence avec vraiment une bonne définition. Donc, un entrepôt de données moderne, c'est un environnement qui va rassembler toutes vos données d'entreprise, peu importe leur vélocité, et dans l'unique but d'utiliser les informations, de transformer ces données-là en informations qui vont être visibles via soit des tableaux de bord ou des analyses avancées pour vraiment tous les utilisateurs dans votre entreprise. Ici, j'attire votre attention sur 2 concepts dans la définition. Le premier, c'est la vélocité des données. Ce que ça signifie, c'est que c'est la vitesse à laquelle vous obtenez vos données dans votre organisation. Donc, un entrepôt de données moderne, lui, va être capable de gérer des données à très, très haute vélocité, donc qui arrivent de façon très, très, très rapide, par exemple comme des données qui proviennent de capteurs, puis aussi des données de plus faible vélocité, par exemple un fichier Excel qui serait mis à jour, par exemple, de façon journalière là, par des utilisateurs. L'autre concept qu'on va retrouver dans cette définition-là, c'est le concept d'analyse avancée. Donc, encore une fois, un entrepôt de données moderne, lui, va permettre l'utilisation des tableaux de bord qu'on va retrouver habituellement au niveau de l'intelligence d'affaires, puis les algorithmes d'apprentissage machine. Donc, on peut voir ça un peu comme une espèce de mariage entre l'intelligence d'affaires, la science de données. Oui, mais c'est encore plus que ça. On peut aussi utiliser l'entrepôt de données moderne pour traiter des données traiter des données en continu. Voilà. Donc, cet environnement-là va vous permettre d'intégrer des données excessivement structurées, comme vos données qui proviennent de vos systèmes transactionnels, puis aussi des données non structurées qui proviennent soit du web ou des réseaux sociaux, et en plus de vos données en temps réel qui peuvent provenir, par exemple, d'appareils d'Internet des objets. Un autre avantage qu'on va retrouver au niveau de l'entrepôt de données moderne, c'est qu'on va supporter l'expérimentation, l'exploration rapide, puis vraiment l'accès aux données brutes que commande l'intelligence artificielle. Donc, quand un data scientist veut travailler sur des données, il veut vraiment la donnée la plus brute possible et il veut être capable d'effectuer des expérimentations rapidement pour tester ces différentes théories, sortir des statistiques, etc. Donc, en même temps, dans la même plateforme, on peut avoir aussi un modèle de données dimensionnel classique avec une table de faits, avec des dimensions, etc., qui va vraiment avoir une excellente performance de lecture, puis qui va être sécurisé en plus par utilisateur. Donc, on peut avoir les deux vraiment dans le même environnement. Donc, ce qu'on se rend compte ici, c'est que le gros avantage, c'est vraiment la flexibilité. Donc, c'est un type d'environnement qui va vous aider dans n'importe quelle analyse que vous voulez faire sur vos données. J'aimerais ça qu'on revienne un peu sur un entrepôt de données qui est plus traditionnel, qui est plus classique. Ce que j'entends par entrepôt de données classique, c'est vraiment un environnement qui va être sur site ou on-premise, si vous préférez, et qui est surtout utilisé pour du reporting puis qui exploite une modélisation dimensionnelle. Donc, il est vraiment axé juste au niveau de l'intelligence d'affaires. Donc, ce qu'on va utiliser là, ça va être une base de données classique là, de type SQL Server, là, une base de données que tout le monde est habitué d'utiliser. Le désavantage d'une base de données comme ça, c'est que ça va être difficile d'intégrer des données non structurées ou des données en temps réel. Dans une base de données, habituellement, notre schéma est dit on write. Ce que ça veut dire, c'est que la structure de la table doit être déterminée avant que les données arrivent. Par contre, un schéma on write, c'est très précis et très rapide si on lui envoie exactement l'information qu'on lui demande. Donc, si on a une table qui s'attend à recevoir des chiffres, qui s'attend à recevoir du integer, si on lui envoie un chiffre, tout va très bien. Mais là, si on veut être flexible, si tout d'un coup, ça se met à changer, si on veut du texte, par exemple, ben là, malheureusement, le schéma on-write, lui, va briser. Ça ne fonctionnera plus. Donc, on perd un peu au niveau de la flexibilité si notre source change. Donc, ça peut être un petit peu plus difficile de maintenir un modèle.
plus dimensionnelle, surtout si on a des questions ad hoc, puis des expérimentations, encore une fois, que demande la science de données. Donc, si on arrive à avoir une demande rapide de l'organisation, ça peut être difficile d'adapter un modèle dimensionnel. On va maintenant regarder, là on vient de parler un peu plus de comment ça peut se passer dans un environnement d'entrepôt de données on-premise. Allons regarder aussi ce que l'info nuagique peut nous apporter comme autre bénéfice intéressant. Parce que c'est vraiment très, très fortement encouragé d'utiliser l'info nuagique dans l'implantation d'un entrepôt de données moderne pour vraiment profiter pleinement des 3 bénéfices que vous voyez à l'écran. Un des premiers bénéfices qu'on voit, c'est le fait de moduler les différents services pour vraiment assurer la performance pendant des pics d'utilisation, que ce soit au niveau d'utilisation des analytiques, donc de rapports, de tableaux de bord ou d'analyse, ou aussi au niveau des pics de quantité de données à ingérer dans la plateforme. Ça, ce que ça veut dire, si je peux vous donner un exemple concret, c'est je suis une entreprise qui est dans le commerce de détail, puis il y a le Black Friday où il y a la période de Noël qui s'en vient. Donc, on s'attend de à avoir beaucoup plus de ventes, donc beaucoup plus de données à ingérer, beaucoup plus de ventes, beaucoup plus de visites sur notre site web. Il va falloir acheter, quelques semaines auparavant, on va racheter sûrement plus de choses pour vendre à nos clients. Donc, on s'attend déjà à avoir plus de données à ingérer. Puis là, en plus, nos gens vont vouloir savoir si les ventes vont bien, etc. Fait que les gens vont faire beaucoup plus d'analyses. Donc, ce qu'on peut faire avec une plateforme d'entrepôt de données moderne basée sur l'info nuagique, c'est qu'on peut moduler nos différents services, augmenter leur force, augmenter leur puissance pour qu'ils puissent gérer une quantité plus grande au niveau des données. Au niveau des coûts, maintenant, ce qu'il faut garder en tête dans un environnement info nuagique, c'est qu'on paie pour ce qu'on utilise généralement au niveau des services. Quand on achète des serveurs, à l'inverse, souvent on achète selon le pic d'utilisation. Donc, si je reviens avec mon exemple de retail du début, si on a besoin de 3 serveurs, disons, pour gérer notre environnement on-premise pendant les périodes de pointe, puis après ça, ça descend à 2 lorsqu'on n'est pas en période de pointe. Donc, lorsqu'on n'est pas en période soit de Black Friday ou de la période de Noël, ce que ça veut dire, c'est que j'ai un serveur qui dort quelque part. J'ai investi dans un serveur, puis je l'utilise juste pendant 2 très courtes périodes durant l'année. Donc, on a vraiment une économie de coût qui est très possible là, au niveau de l'utilisation de l'info nuagique. Par contre, après ça, si on s'en va plus au niveau financier, ça fait vraiment aussi une différence. Parce que quand une entreprise fait l'acquisition de serveurs physiques, ce que l'entreprise fait derrière, c'est une dépense en capital ou une dépense de CAPEX, si vous préférez. C'est un type de dépense qui peut être amorti puis qui va baisser de valeur à travers le temps. Quand une entreprise va payer un service au niveau de l'info nuagique, c'est vraiment vu comme une dépense d'opération au niveau financier dans l'organisation, ou d'OPEX, si vous préférez. Et là, il n'y a vraiment aucun amortissement. C'est vraiment une dépense, tout simplement. Donc, pour les entreprises que ça fait longtemps qui font du on-premise, il y a un petit montage financier, il y a un petit travail à faire à ce niveau-là, au niveau financier, à discuter avec vos gens en finance à l'interne. Parlant justement de dépenses, de finances, etc., quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent au niveau des organisations qui utilisent vraiment beaucoup l'info nuagique, c'est le fait de faire un chargeback. Ce que je veux dire par là, c'est que l'info nuagique nous donne 2 avantages. De payer à l'utilisation, puis on a un excellent monitoring aussi. Puis on est capable de dire le ressource ou le service X est utilisé par le département Y. Donc, ce qu'on peut faire, c'est quand on paie nos services à chaque mois, on peut prendre ce montant-là, puis le département TI, plutôt que d'avoir son propre budget puis de gérer ça pour toute l'organisation, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut charger ces frais-là au département qui utilise les services. Donc, on mélange encore une fois 2 aspects ici qui sont le fait qu'on paie à l'utilisation, puis tout le monitoring beaucoup plus grand et qui est vraiment built-in avec l'info nuagique qu'on retrouve. Donc, c'est vraiment un shift de mindset qu'on voit de plus en plus souvent dans les organisations. Si je reviens à mes 3 bénéfices de l'info nuagique, donc le troisième icône que vous voyez totalement à votre droite, lui, selon moi, c'est un des plus importants. Avec l'info nuagique, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place les services de manière très itérative. Donc, par exemple, si un de vos principaux besoins dans votre organisation pour commencer votre entrepôt de données moderne, c'est au niveau de la gestion des données en continu ou la gestion des données live, finalement, vous mettez en place les services qui sont affectés par cette portion-là,
Puis, vous n'avez pas besoin nécessairement des autres pour le moment parce qu'il n'y a pas ces besoins-là encore dans votre organisation. Puis encore une fois, si on commence par une petite preuve de concept, ben, on peut commencer grâce aux charges de travail variées. Ben, on commence à mettre en place un service avec un petit serveur, une petite instance, puis on la fait grandir, plus les besoins de l'organisation grandissent. Donc, on peut autant scaler de façon horizontale que verticale. Donc, soit scaler au niveau d'un seul besoin en tant que tel, sur les 3 qu'on a vus tantôt, ou on peut mettre en place tous les besoins, mais avec des très petites instances. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier à garder en tête quand on démarre une initiative comme celle-là, c'est qu'il faut vraiment avoir toujours nos orientations claires vraiment à long terme pour vraiment planifier notre entrepôt de données moderne de façon correcte. Donc, nous, chez Neos, on dit souvent planifier pour le long terme et livrer à court terme. Par exemple, là, sans orientation claire, ça peut être assez difficile d'aménager un lac de données. Ça peut devenir assez complexe. On va en discuter un peu plus tard pourquoi c'est complexe. Avant d'aller plus loin, je veux qu'on regarde à haut niveau qu'est-ce que c'est un entrepôt de données moderne. Donc, à l'écran, ce que vous voyez présentement, c'est les 5 différentes couches de l'entrepôt de données moderne. Donc, on va y aller de gauche à droite. Je vais commencer par faire juste une petite introduction aux 5 couches, puis après ça, on va aller plus en détail sur les 5. Donc, les sources, totalement à votre gauche, c'est vraiment toutes les informations qui se trouvent dans votre organisation. Donc, toutes vos sources de données internes ou externes que vous avez besoin pour vos analyses. La deuxième, c'est la couche d'ingestion. Donc, ici, on veut extraire le plus rapidement possible les données sources dans la couche de stockage. On voit que la couche d'ingestion aussi, elle va gérer autant nos chargements qu'on appelle en lot ou en batch, si vous préférez, puis nos chargements en temps réel. La couche de stockage va utiliser un lac de données qui permet d'entreposer des données de tout type. Ensuite, notre 4e couche, la couche de préparation, qui est souvent la plus coûteuse dans un projet en données, qui va vous permettre de transformer, fusionner, puis ajouter de la valeur à vos données. La dernière couche, c'est la diffusion de l'information. Ici, on trouve les tableaux de bord, les rapports qu'on est habitué de voir au niveau de l'intelligence d'affaires. Puis aussi, on va retrouver les algorithmes d'apprentissage machine qui sont autour de la science des données. Donc, maintenant que vous avez une idée globale, on va vraiment aller beaucoup plus en profondeur sur chacune des 5 couches. Donc, on démarre. J'attire votre attention vraiment sur la portion des sources ici. Donc, c'est vraiment, encore une fois, vos données organisationnelles de tout type puis de toute vélocité. On peut, si on recule avec ce qu'on a vu au début, on peut autant aller chercher des données structurées que des données non structurées. Donc, données structurées, ça veut dire que la structure, les colonnes qui sont présentes à l'intérieur de vos sources de données, ne bougent pas ou bougent très peu, autant en ajout d'éléments que de comment la donnée va bouger à l'intérieur, donc son type, si vous voulez. Si on est habitué de voir un chiffre, ben on va voir un chiffre tout le temps. Donc, ces données structurées-là peuvent provenir de vos systèmes que vous utilisez à tous les jours dans votre organisation. Que ce soit vos systèmes comptables, vos systèmes ERP, CRM, applications maison et tout autre. Puis les données non structurées, ça peut provenir des images, des différents journaux qu'on peut trouver ou des logs, si vous préférez, dans votre organisation, des trucs qui sont moins structurés, puis toutes sortes d'autres, que soit ils proviennent du web, qui proviennent de textes provenant des réseaux sociaux. Là, ici, on peut être très créatif aussi au niveau des données non structurées. Finalement, dans le haut de l'écran, ce qu'on va retrouver, si vous voyez mon petit point rouge ici à l'écran, ce qu'on va voir, c'est des données qui proviennent des différents capteurs. Donc, différents capteurs au niveau de l'Internet des objets. Ce type de données-là, nous, on le voit de plus en plus qui est utilisé puis consommé dans les organisations aussi. Les organisations commencent à collecter ces informations-là et ça peut être un peu difficile, c'est un peu plus complexe, c'est un processus un peu plus différent qu'au niveau des données de chargement en lot. Puis on va le voir là, quand on va passer aux différents services infonuagiques de Microsoft. Deuxième couche maintenant, au niveau de l'ingestion. Le but vraiment ici, c'est d'extraire le plus rapidement possible les différentes données de vos sources sans transformation pour que votre source soit affectée la moins possible. Habituellement, dans un projet en intelligence d'affaires, on va avoir un processus qu'on appelle ETL, extraction, transformation et chargement ou load en anglais, vu le L.
Donc, au niveau de l'entrepôt de données moderne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser la transformation et le chargement. Fait que si vous me suivez sur le graphique, le but, c'est d'extraire, d'extraire, de charger dans le lac de données, et ensuite, on va transformer. Vous allez me dire, après, on va avoir un autre chargement ailleurs, là, mais on va garder ça simple. Donc, ça fait vraiment on a vraiment la différence au niveau de l'intelligence d'affaires où on fait vraiment l'extraction, la transformation et le chargement. Donc, on gère autant dans cette couche-là l'extraction de données en batch que vous voyez dans le bas du diagramme, puis l'extraction de données en temps réel que vous voyez dans le haut du diagramme. Puis on va voir aussi que les deux vont être gérés par différents types d'outils. Maintenant, au niveau de notre couche de stockage, vraiment la star de cette couche-là, c'est notre lac de données. Un lac de données, ça permet de stocker de très grandes quantités de données excessivement variées. Pour ma part, moi, j'aime toujours comparer un lac de données au disque dur que vous avez sur votre ordinateur. Ce que je veux dire par là, c'est que votre ordinateur, lui, peut stocker des données de tout type. Des fichiers Word, des fichiers zip, peu importe, il peut stocker énormément de types de choses et il va contenir des dossiers pour se retrouver plus facilement dans votre ordinateur. Un lac de données, là, ça possède exactement ces deux mêmes caractéristiques-là. Donc, on est capable de mettre tout type de fichiers. Donc, des données excessivement structurées, que ce soit des formats CSV, XML, JSON, des formats plus complexes comme du parquet ou même plusieurs autres. On peut aussi stocker des images, des vidéos, puis des fichiers qui peuvent être un peu plus gros. D'ailleurs, dans un de nos projets clients, on a fait un bon usage de cette technique-là, de l'utilisation des images. On affiche dans certains rapports des images des items qui sont vendus en magasin. Donc, quand les utilisateurs vont voir, ils ne voient pas juste le nom ou le numéro de l'item, mais ils voient une photo aussi. Fait que, ici, c'est vraiment, on utilisait vraiment derrière le lac de données pour faire pour arriver à ce résultat-là. Donc, on a le premier aspect que je vous disais, on peut stocker à peu près n'importe quoi. Puis le deuxième aspect, c'est vraiment vos dossiers que vous avez dans votre ordinateur. Donc, au niveau du lac de données, ce qu'on peut faire, c'est ces dossiers-là peuvent devenir ce qu'on appelle des zones à l'intérieur du lac. Donc, ce qu'on a dans un lac de données, c'est une structure hiérarchique. Dans le fond, c'est simplement parlant, c'est le fait de pouvoir créer des dossiers. Des dossiers puis des hiérarchies de dossiers aussi. Puis d'être capable, pas juste de les créer, mais d'être capable de les sécuriser aussi. Pourquoi? Parce que quand on crée ces couches-là ou ces zones-là, on peut les séparer soit par unité d'affaires ou par type d'utilisation. Puis là, après ça, on peut même les mélanger. On peut même mettre en premier les unités d'affaires, ensuite les types d'utilisation ou l'inverse. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si je reviens à l'aspect sécurité, ce qui arrive souvent au niveau des entreprises, c'est qu'on a des données de ressources humaines, des données de salaire. Ceux-là, on ne veut pas nécessairement on veut qu'une petite partie de l'organisation puisse voir ces données-là. Donc, on les met dans un dossier à part, on les sécurise comme il faut et tout ça. Puis au niveau du type d'utilisation, ce que je veux dire par là, c'est on va avoir un endroit, on va avoir une espèce de landing zone pour nos données brutes, les données qui viennent directement de nos sources, sans transformation. On peut avoir une zone où les données sont transformées un peu, où ils sont prêts à transformer pour un modèle dimensionnel au niveau BI. On peut avoir l'endroit pour les données maîtres, etc. Après ça, il y a énormément d'écoles de pensée. Puis je vous dirais que c'est vraiment cette étape-là de la planification puis de la création de ces zones-là qui peut être vraiment très complexe. Avant de débuter le projet, il faut vraiment avoir une bonne idée d'où on s'en va, de comment les données doivent être structurées, vont être consommées dans le futur, puis avoir une idée de la sécurité qu'on désire aussi. Je vous dirais, là, c'est beaucoup plus un art qu'une science à ce niveau-là. La section de stockage aussi est vraiment intéressante parce que disons qu'on a un problème dans notre couche subséquente, donc dans la couche de transformation. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Bien, on a toujours ces données brutes-là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est recommencer notre travail de transformation sans nécessairement aller rechercher les données à la source. Ce qu'on fait souvent au niveau BI, à moins d'avoir un staging permanent. Sinon, avec un lac de données, vous avez ça de facto. Donc, vous pouvez reprendre toutes vos différentes transformations sans affecter votre système source. D'ailleurs, je vous ai présenté là, le lac de données en à peu près 5 minutes. L'année dernière, on a fait un webinaire justement là, qui est dédié au lac de données. Donc, si jamais vous êtes intéressé, faites-nous signe. On vous partagera le webinaire complet. On va maintenant passer à notre quatrième couche, qui est la couche de préparation de données.
Donc, c'est à cette étape-là qu'on va transformer nos données pour soit en faire un modèle dimensionnel au niveau de l'intelligence d'affaires, ou si on va traiter nos données pour les préparer à des algorithmes d'apprentissage machine. C'est vraiment une étape habituellement qui est complexe, qui est coûteuse dans à peu près n'importe quel projet en données. Puis, on va voir deux outils excessivement différents pour s'attaquer à ce genre de problème-là. Ensuite, notre dernière zone va être la zone de diffusion de l'information. Cette couche-là, elle peut être extrêmement diversifiée, surtout si votre environnement, elle utilise le BI, l'intelligence artificielle, puis le traitement de données en continu. Pour le traitement de données en continu, on va, ce qui peut être possible comme use case, comme use case, c'est de visualiser les données en temps réel directement via des rapports et des tableaux de bord. Puis au besoin, être averti s'il y a une valeur qui dépasse un certain seuil. On va en parler un peu plus longuement, encore une fois, là, dans les outils, comment on met ça en place. Pour les algorithmes d'apprentissage machine, c'est à cette étape-là qu'on va préparer puis qu'on va tester nos algorithmes avec les données transformées dans la couche précédente. Puis aussi, ce qu'on peut faire dans cette étape-là, on ne l'a pas mis dans le diagramme, mais une fois qu'on a réalisé nos algorithmes d'apprentissage machine, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut stocker dans des bases de données NoSQL le résultat de ces algorithmes-là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est les utiliser et les afficher beaucoup plus rapidement, par exemple, dans une application web pour des recommandations d'achat, par exemple, sur un site web. Au niveau de l'intelligence d'affaires, aussi, on va utiliser un entrepôt de données qui est un peu spécial. Pourquoi? Parce qu'il va contenir plusieurs nœuds ou des nodes, si vous préférez, et qui va utiliser du traitement en parallèle. Ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu d'avoir une grosse machine qui va s'occuper du traitement de vos données et de la lecture de vos données, c'est qu'on va avoir plusieurs petites machines qui vont travailler ensemble et qui vont s'entraider. Dans différents outils, on peut même copier des données entre les différents nœuds pour accélérer le travail. Là, ceux qui font du BI ici vont rapidement comprendre que justement des petites données qu'on veut mettre dans tous les nœuds, ben, c'est l'endroit idéal pour nos dimensions, vu qu'ils sont assez petites, puis qu'on va les retrouver dans pas mal tous nos éléments de la table de fait. Donc, plus tôt, je vous parlais de charges de travail variées. Là. Au niveau de l'entrepôt de données, dans l'entrepôt de données moderne, c'est vraiment un excellent cas. On va en reparler tantôt avec le service Synapse. Maintenant que vous avez une bonne idée, une bonne maîtrise de l'environnement, on va regarder les différents services offerts par Microsoft. Comment ceux-ci vont vous aider dans la mise en place d'un entrepôt de données moderne, puis c'est quoi vraiment qu'est-ce qu'ils vont réaliser à ce niveau-là. Donc, dans l'image que vous voyez dans l'image que vous voyez à l'écran, ce que vous voyez, dans le fond, c'est le même diagramme qu'on voit depuis quelques slides. Par contre, là, ce qu'on a rajouté, c'est en dessous des différents éléments qui sont à l'intérieur des couches, vous voyez littéralement les services. Donc, si je vous montre un exemple rapidement, ce que ça veut dire, c'est que pour le traitement en continu, l'outil ou le service privilégié au niveau d'Azure chez Microsoft, c'est Azure Stream Analytics. Donc, c'est important de noter que tous les outils mentionnés sont en format infonuagique et en format Platform as a Service, donc en format PaaS. Encore une fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller outil par outil, puis on va les passer chacun à la suite de l'autre. Donc, on va débuter avec notre premier, qui est Azure Data Factory, ou je vais l'appeler, je vais sûrement sortir ADF, là, ça va être Azure Data Factory. Donc, justement, ADF, lui, va se trouver dans deux zones. C'est le petit spécial de la gang. Il va être utilisé au niveau de deux zones. Il va être là dans la zone d'ingestion, puis dans la zone de transformation de données. Pour ceux qui sont habitués là, aux outils on-premise de Microsoft, ça s'apparente vraiment à SSIS, mais avec beaucoup plus d'options. Donc, SQL Server Integration Services. Tout d'abord, c'est vraiment un outil de copie de données qui permet très, très, très simplement de prendre vos données sources de tout type, et de les amener vers un lac de données. Vraiment, vraiment très, très rapidement et avec très peu de configuration. Ensuite, ADF va être utilisé aussi comme planificateur puis séquenceur d'événements. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il n'est pas, nécessairement obligé de démarrer à une heure particulière, mais il peut démarrer des tâches aussi. Il peut réagir à certains événements, comme par exemple l'arrivée d'un fichier dans un dossier. Donc, en plus de pouvoir créer vos différentes transformations de données, ben, il va pouvoir séquencer puis les gérer. Puis aussi, ce qu'on a fait même dernièrement, encore une fois, chez un client, c'est qu'on a été capable de, en plus de réaliser la transformation des données, l'extraction, etc., c'est qu'on est capable à la fin de notre travail, à la fin du chargement à l'intérieur de Synapse, on va être capable d'appeler un dataset Power BI et de le rafraîchir.
Donc, littéralement, Data Factory s'occupe du début jusqu'à la fin du processus. Il est capable de gérer toutes les différentes tâches d'automatisation. Donc, vous avez un seul endroit à aller pour savoir est-ce que mes utilisateurs vont les données à jour aujourd'hui. C'est un seul endroit, c'est dans Azure Data Factory. Au niveau maintenant de notre couche de transformation, on retrouve une interface drag and drop qui permet de faire des transformations sur vos données. Donc, dans ADF, on appelle cette interface-là Dataflow. Aussi, on peut moduler la performance du service. Ça va être un thème récurrent à l'intérieur de ADF. Donc, tout dépendant de votre quantité de données à gérer, on peut augmenter les capacités d'ADF. Aussi, avec ADF, on peut faire un réhébergement, ou si vous aimez mieux, un lift and shift. Donc, si vous avez des packages SSIS existants, puis que vous voulez les exécuter en info nuagique sans changement sur vos packages SSIS existants, ben, on peut les réhéberger sur ADF. Donc, ce que ça fait, c'est que vous profitez des avantages de l'info nuagique, par exemple sur l'économie de coût, sur la modulation des performances. Puis ça peut être un bon point de départ aussi pour commencer à se tremper les orteils dans l'info nuagique. On va maintenant passer à notre deuxième outil, qui est au niveau toujours de l'ingestion des données. On va parler de données en temps réel avec Stream Analytics. Donc, ce service-là va vraiment être spécialisé dans le traitement des données en continu. Ce que fait Stream Analytics, en gros, c'est qu'il va vraiment faire trois choses particulières. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une entrée de données en premier, qui provient de vos appareils d'Internet des objets, par exemple. Sa deuxième tâche va être d'effectuer certaines transformations sur ces données-là, par exemple de l'agrégation, des filtres, etc. Mais attention, c'est des transformations assez simples. Vous n'avez pas ADF entre vos mains, vous avez un outil qui traite beaucoup de données en continu, donc ce n'est pas le temps de faire toutes sortes de pirouettes avec vos données. Et après ça, sa troisième utilité, c'est d'envoyer les données dans une sortie, comme par exemple un lac de données ou un rapport même directement. Aussi, si je reviens au niveau des entrées de données, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut utiliser un autre service à l'intérieur de Microsoft qui s'appelle, à l'intérieur d'Azure, excusez-moi, qui s'appelle Azure Event Hub. Donc, voyez Event Hub comme la gestionnaire de vos différents capteurs, capteurs d'Internet des objets. Donc, ce que Event Hub va être capable de faire, c'est vraiment de gérer toutes les valeurs qui vont être envoyées vers lui. Il va vraiment être un entonnoir. Puis, Stream Analytics va juste avoir à se connecter à Event Hub directement. Puis, Event Hub aussi va permettre de renvoyer des événements au besoin, par exemple, s'il y a une panne ou s'il y a un problème. Il est important maintenant de mentionner qu'on a deux chemins différents quand on travaille avec des données en temps réel. Donc, deux chemins qui peuvent suivre nos données. Vous le voyez déjà un peu sur le diagramme, mais on va les regarder tranquillement ensemble. Donc, ce qu'on a, on appelle ça un chemin chaud et un chemin froid. Donc, un hot path ou un cold path. Notre hot path, lui, il va être consommé immédiatement. La chose qu'il faut garder en tête quand on est en hot path, habituellement, on ne stocke pas de données dans ce chemin-là. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nos usagers, ils vont être capables de consommer directement les données qui proviennent de nos capteurs, toujours en passant par Stream Analytics. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut être tenu au courant s'il y a une donnée là-dedans qui dépasse un seuil établi. Puis aussi, si on va aller encore plus loin que juste d'avoir un seuil, c'est un bon endroit aussi où on peut mettre de l'apprentissage machine pour détecter des anomalies. Donc, cette fois-là, pas nécessairement de réagir à un seuil, mais de réagir à une anomalie. Donc, s'il y a de la saisonnalité dans vos données, etc., c'est des choses qu'un algorithme d'apprentissage machine va être capable de détecter. Si on met juste un seuil, ça se peut qu'on ait beaucoup plus de faux positifs ou de faux... oui, c'est ça, de faux positifs. Donc, encore une fois, dans ce chemin-là, on ne stocke pas de données. Je vais ressortir mon petit pointeur, puis on va regarder ensemble le chemin chaud. Donc, on part de vos capteurs. Ici, entre les deux, on peut avoir un Event Hub qui va venir gérer vos différents capteurs. On envoie les données vers Stream Analytics. Et ensuite, on s'en va directement, on bypass toutes nos autres couches, on s'en va tout de suite au niveau de la diffusion et on affiche ces données-là directement dans un rapport ou un tableau de bord. Donc, maintenant qu'on a une bonne idée au niveau du hot path, on va regarder le cold path maintenant. Notre cold path, ce qu'on va faire, c'est on est encore au niveau de vos appareils d'Internet des objets. On s'en va ensuite toujours vers Stream Analytics. Et cette fois-là, on va réaliser des transformations sur vos données, que ce soit via Stream Analytics ou via un autre outil comme Azure Data Factory qu'on a vu tantôt. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le but, c'est de stocker nos données dans notre data lake. Puis quand on stocke ces données-là, on va
va avoir une façon de les gérer et de les stocker. Ce qu'on peut faire, c'est que soit les stocker à une granularité temporelle plus haute. Donc, si nos données arrivent à chaque milliseconde, on ne veut peut-être pas nécessairement stocker cette donnée-là à cette granularité-là. On veut peut-être la stocker à la journée, à l'heure, à la minute, etc. Puis ce qu'on peut faire aussi, c'est décider de la stocker à des changements au niveau de la donnée. Donc, si on suit, par exemple, des températures de machine, puis ça fait 2 jours que nos températures de machine sont stables, bien, on ne veut peut-être pas nécessairement stocker exactement le détail de ça. On va peut-être stocker des changements d'événements. Je vous parlais de seuil tantôt. Il y a peut-être certains seuils qu'on veut stocker, puis certains autres seuils que, bon, c'est normal, on va stocker beaucoup moins de données à rendu là, mais quand il y a un événement précis qui arrive, mais là, je vais être très agressif, je vais être capable de suivre à la seconde. Mais quand il n'y a pas d'événement, je vais vouloir suivre à la journée ou à l'heure. Donc, c'est des choses qu'on peut adapter justement avec un outil comme Stream Analytics. Je vais vous montrer avant de passer à l'autre outil comment ça se passe au niveau de notre chemin froid. Nos capteurs, Stream Analytics qui est toujours là, et là, on s'en va vers notre zone de transformation de données. Et vous voyez que notre flèche est bidirectionnelle ici entre la transformation et le lac de données. C'est justement le cas. Donc, après une transformation, on peut renvoyer vers notre lac de données. Puis après, ce qu'on est capable de faire, c'est de revenir vers, par exemple, notre entrepôt de données pour voir ces données-là qui ont été agrégées, qui ont été traitées. Donc, comme vous voyez, excessivement flexible comme façon de traiter des données en temps réel. C'est 2 besoins totalement différents auxquels il faut réfléchir. On va maintenant passer à notre zone de stockage, à notre couche de stockage. Donc, au niveau de nos services infonuagiques d'Azure, c'est Azure Data Lake qui est l'environnement de stockage prédestiné. Azure Data Lake est bâti sur Azure Storage, qui est un autre qui est un autre service, excusez-moi, au niveau du stockage. Azure Data Lake va avoir toutes les caractéristiques d'un Azure Storage, donc il va être capable d'être répliqué dans différentes régions. Donc, si jamais il y a des problèmes au niveau de certains serveurs ou au niveau d'Azure, on va être capable de relocaliser le lac de données, puis d'augmenter grandement la durabilité de la solution. Aussi, ça va être un service qui est très évolutif, qui permet vraiment un espace de stockage là, quasiment illimité. Où le Data Lake va se distinguer d'un Azure Storage, c'est l'espace de nom hiérarchique ou le Hierarchical Namespace. Tantôt, on a parlé de la création de dossiers, pour faire ça simple. C'est exactement ce que le Hierarchical Namespace vous permet de faire. Donc, c'est la création de dossiers, c'est la gestion de la sécurité et de façon très, très, très granulaire aussi. Donc, c'est vraiment ce qui va vous permettre de créer vos différentes zones dans votre lac de données. On peut aussi connecter Azure Data Lake à d'autres services à l'intérieur d'Azure. Donc, par exemple, l'exemple que je vous donnais tantôt avec Stream Analytics. Mais ça ne se limite pas du tout à ça. Je vais même vous donner un exemple tantôt avec Azure Synapse. Finalement, on a la sécurité qui est toujours très importante dans les différents services infonuagiques de Microsoft, que ce soit avec le chiffrement des données. Donc, vos données sont en sécurité à ce niveau-là. On peut limiter aussi l'accès au lac de données par pare-feu. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va dire à l'intérieur du portail Azure, de dire, je veux juste que les gens qui ont telle ou telle adresse IP aient accès à mon data lake. Donc, si on n'est pas dans ce range d'adresse IP-là, l'accès va nous être bloqué tout simplement. Et même, on peut aller encore plus loin, intégrer notre data lake dans un réseau privé ou un private network dans Azure pour encore plus de sécurité. On va passer maintenant à un autre outil de transformation de données. Cette fois-là, on parle d'Azure Databricks, qui est vraiment très différent au niveau d'ADF qu'on a vu plus tôt. Donc, Azure Databricks va vous permettre de créer, premièrement, des scripts ETL, que ce soit avec 4 langages de programmation différents, que ce soit le langage SQL, que ce soit le langage Python, que ce soit le langage R ou Scala. On va travailler avec ces langages-là via ce qu'on appelle des notebooks. Un notebook, qu'est-ce que c'est? Vous voyez là comme un fichier texte, tout simplement, comme un éditeur de texte. Par contre, à l'intérieur de cet éditeur de texte-là, on peut soit mettre du code, on peut commenter, on peut rajouter ce qu'on appelle du langage Markdown, qui va vous permettre de rajouter du texte à l'intérieur de vos scripts, puis on peut même mettre des graphiques. Donc, ce qui est intéressant avec ça pour les gens qui sont des data scientists, c'est qu'on peut même utiliser des notebooks pour présenter des résultats de nos analyses. Donc, il n'y a pas d'interface graphique qui vient vous sauver là, dans Databricks. Là. Il faut vraiment utiliser ces 4 langages de programmation-là.
Tantôt j'ai commencé à parler tranquillement d'analyse de données et tout ça. Donc, ce qui est intéressant à l'intérieur de Databricks, c'est que on peut aussi créer des algorithmes d'apprentissage machine, là. J'ai parlé de R et Python tantôt, là. Donc, c'est deux langages très utilisés pour la science de données. Donc, vraiment, le use case pour Databricks, c'est si vous avez des équipes d'ingénierie de données puis des équipes de scientifiques de données qui travaillent main dans la main, là. Si vous avez ces deux types d'équipes-là qui travaillent de concert, bien, ça peut vraiment être une plateforme excessivement intéressante pour vous. Puis, l'autre aspect intéressant, c'est que Databricks a vraiment pensé au fait que ces deux types de personas-là vont utiliser le service. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on va démarrer une instance à l'intérieur de Databricks, on va avoir énormément de choix. Ça peut être assez overwhelming la première fois qu'on les voit, mais dans le fond, il y a principalement deux différents types d'instances qu'on peut lancer. C'est une instance qui va être haute, qui va être assez performante, mais qui va être disponible pour une petite période de temps. Donc, c'est parfait pour un ingénieur de données qui veut réaliser un ETL qui va rouler pendant une période de temps et après ça, qui va s'arrêter. Par contre, ce qu'on a aussi, c'est d'autres instances qui vont être plus petites, mais qu'on peut mettre directement à la disposition d'une personne. Donc, parfait pour un data scientist qui veut faire ces différents algorithmes d'apprentissage machine. Puis en plus, si l'instance elle est idle, donc elle n'est pas utilisée pendant une certaine période de temps, elle va s'auto-arrêter tout seul. Donc, c'est vraiment parfait pour un scientifique de données. On va maintenant regarder Azure Synapse, qui va être notre service d'entrepôt de données à l'intérieur de notre entrepôt de données moderne. Synapse, il faut vraiment le voir comme une base de données. Prime abord. Par contre, elle a certaines différenciations. La première, c'est qu'on va diviser son stockage puis son traitement de données. Une base de données, c'est ça principalement. C'est du stockage, puis on traite des données. À l'intérieur de Synapse, les deux sont divisés. Ce que ça veut dire, c'est que ce qu'on peut faire, c'est facilement moduler, donc facilement augmenter les performances de la portion de traitement, puis même arrêter complètement la portion de traitement. Donc, si on n'a pas, si nos ETL ont roulé, si nos rapports sont à jour, on peut tout simplement arrêter Synapse. Ça peut vraiment être facile d'augmenter la capacité de Synapse, excusez-moi, via directement une requête SQL. Donc, si vous avez une procédure stockée, par exemple, qui demande plus de performance, bien, avant de la rouler, vous pouvez tout simplement envoyer une requête à Synapse, augmenter sa capacité, rouler la store procedure et ensuite rediminuer Synapse. Donc, si vous préférez, là, dans le fond, Synapse, ce que on appelle ça une base de données de traitement massif en parallèle. Donc, si vous êtes plus familier avec le terme anglophone, c'est du MPP, c'est du Massively Parallel Processing. Il va exister deux différents types de facturation pour le service Synapse, soit à l'utilisation, donc ce que ça veut dire, c'est à la quantité de données que retournent vos requêtes SQL, ou directement à l'heure. Vu que c'est une base de données, ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser le service pour le traitement de nos données, la transformation de nos données. Tantôt, je vous avais promis une intégration entre Data Lake et Synapse. Elle arrive. Donc, ce qu'on peut faire, c'est avec Synapse, se connecter directement au lac de données pour extraire les différents fichiers plats qui se retrouvent dans notre lac de données, puis les charger, par exemple, dans des tables de dimension ou des tables de faits directement. On passe maintenant à nos deux derniers services au niveau de la couche de visualisation ou la couche de diffusion. On va passer à Power BI. Donc, je ne pense pas trop me tromper ici que c'est vraiment un des outils les plus populaires dans ceux que je vous présente aujourd'hui. Par contre, Power BI, c'est beaucoup plus qu'un outil de visualisation. Ça permet beaucoup plus que de faire de beaux visuels, de beaux tableaux de bord, mais en arrière, on a aussi un outil très puissant au niveau de la création de modèles dimensionnels. Derrière, on a le moteur Analysis Services tabulaire qui est là. Donc, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il permet de compresser les données de façon assez agressive directement sur la RAM ou sur la mémoire vive de la machine qui va héberger Power BI. Donc, que ce soit sur votre machine en format desktop ou que ce soit au niveau du service. On va vraiment tout compresser ça en mémoire vive. Et vous le savez très bien aussi, quand on veut accéder à de l'information, si c'est sur la mémoire vive d'une machine, beaucoup plus rapide que sur disque. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça permet vraiment d'avoir des temps de réponse qui sont vraiment impressionnants sur les différents visuels. Donc, en plus de la portion modélisation, en plus de la portion visualisation, Power BI contient Power Query, qui vous permet de vous connecter à vos sources de données
d'effectuer des transformations. On a un UI, on a une interface graphique qui vous permet de faire des transformations, des pivots, des on-pivots, name it, il y a énormément de choses qu'on peut faire ici. Puis si vous voulez aller plus loin, donc que l'interface graphique, Power Query utilise le langage M, donc la lettre M, qui vous permet d'écrire directement les transformations que vous voulez faire si vous voulez aller un peu plus dans le détail. Donc vraiment, le rôle de Power BI dans l'entrepôt de données moderne, c'est de faire parler les données qui ont été traitées dans les couches précédentes, que ce soit vos données de Synapse ou vos données en temps réel. Donc, effectivement, comme on l'a expliqué tantôt, Power BI peut vraiment être une sortie à un flux de données de Stream Analytics pour vraiment visualiser des données en temps réel. Finalement aussi, quelque chose que je ne savais pas avant de préparer ce webinaire-là, avec la licence premium de Power BI, on peut traiter des données qui ont été, on peut traiter nos données avec des algorithmes qui ont été créés dans Azure Machine Learning, qui est justement le dernier outil qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, Azure Machine Learning ou AML, ce que c'est finalement, c'est que ça nous permet, via une interface glissée-déposée, donc un drag and drop, de créer des algorithmes d'apprentissage machine sans programmation. Ça permet aussi de créer plusieurs expériences, puis aussi de comparer les résultats des algorithmes entre eux pour choisir le meilleur. Donc, habituellement, quand on fait un algorithme d'apprentissage machine, on va surveiller deux choses. On va surveiller à quel point il est bon dans ses prédictions. Finalement, à quel point il réussit à être précis dans ses prédictions. Puis aussi, on a un algorithme qui va être capable de rouler assez vite aussi pour répondre à nos besoins. Ce que vous permet Azure Machine Learning, c'est de suivre certaines métriques, voilà, pour surveiller votre expérimentation pendant que vous la faites, mais aussi après que vous l'ayez déployé. Donc, on est capable de voir est-ce qu'il continue à être bon dans ses prédictions et est-ce qu'il continue à rouler de façon assez rapide. Finalement aussi, votre déploiement de votre expérimentation va vraiment être simplifié. Ça va vraiment être simple et rapide. Donc, on peut utiliser d'autres services de container qui existent au niveau d'Azure. Puis si vous voulez même quelque chose de plus complexe, on peut y aller avec Kubernetes Services, donc qui va gérer votre collection de différents containers. Ou si on peut tout simplement le déployer via une API. Donc, comment ça va fonctionner? C'est qu'on va appeler cette API-là avec votre langage de programmation voulu. On va lui envoyer les données d'entrée de votre algorithme d'apprentissage machine et il va vous retourner le résultat, tout simplement. Donc, vraiment énormément d'options de déploiement et qui sont toujours vraiment excessivement simples, qui se font dans une interface, directement dans le Azure Portal ou via le Azure Machine Learning Studio. Wow! Je ne sais pas pour vous, là, mais on a vraiment couvert énormément de choses dans les dernières minutes. J'aimerais ça qu'on revienne en arrière dans nos concepts d'entrepôt de données modernes, puis conclure cette présentation-là avec vous. Donc, si on vient à notre concept, vraiment, là, si vous avez des besoins qui sont partagés au niveau de l'intelligence d'affaires, de l'intelligence artificielle, puis du traitement de données en temps réel, l'entrepôt de données, c'est vraiment parfait pour vous. C'est vraiment votre architecture de prédilection à utiliser. Donc, si vous voulez vraiment avoir les trois types de besoins dans le même environnement, que ce soit des rapports, des tableaux de bord, des données en temps réel, de l'apprentissage machine, c'est vraiment le type d'environnement à privilégier. On a aussi vu comment l'info nuagique peut vous aider. Comment l'info nuagique est importante dans l'entrepôt de données moderne. Donc, que ce soit autant au niveau de la charge de données, autant au niveau financier, puis autant au niveau du déploiement de votre solution de façon itérative. Finalement, ce qu'on a vu, c'est notre architecture d'entrepôt de données moderne. On a vu 5 couches, puis on a vu 7 services info nuagiques de Microsoft. Je vais même étendre ça un petit peu. On en a vu 8 avec Azure Event Hub, qui joue vraiment un rôle important dans votre environnement. Ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que la mise en place d'un entrepôt de données moderne, ça peut être complexe. Ça va nécessiter la coordination de plusieurs composantes. Il faut bien planifier le travail. Puis, ça prend une bonne compréhension de l'organisation. Où est-ce que celle-ci veut aller? Comment elle veut utiliser l'analytique dans le futur? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plusieurs chemins pour aller à Rome, finalement. Donc, on se rappelle qu'au niveau de la transformation de données, par exemple, on peut utiliser ADF, on peut utiliser Databricks. Si on veut, on peut même utiliser Synapse, qui va aller chercher les données de notre data lake puis les envoyer vers
directement vers notre entrepôt de données. Donc, il y a vraiment énormément de possibilités. Puis, il y a ce qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est la connexion, c'est l'arrimage entre ces différents services Azure-là. C'est des choses qui prennent de la configuration, c'est des choses qui prennent, qui prennent de l'expertise. Si jamais vous voulez aller plus loin dans votre exploration d'entrepôt de données modernes, ou si vous êtes prêt à l'implanter, ça va vraiment nous faire plaisir de vous aider. Donc, j'espère que vous avez apprécié la présentation. Moi, ça a vraiment été un plaisir de monter ça pour vous aujourd'hui. J'ai vraiment apprécié beaucoup que vous soyez là. Donc, maintenant, c'est vraiment à mon tour de vous écouter si vous avez des questions. Donc, mon cher Samy, est-ce qu'on a des questions dans notre panneau de Q&A? On en a quelques-unes. Gabriel, de prime abord, merci. Merci pour toute cette information que tu nous as livrée aujourd'hui. Et même moi, j'ai appris pas mal de choses sur les différentes technologies Microsoft. Fait un gros merci d'avoir préparé ça pour nous aujourd'hui. Première question qu'on a reçue de Vincent qui nous demande quels seraient les avantages d'un lac de données versus un Cloud Data Warehouse si les données sont principalement structurées. Là, je suppose qu'on parle d'une technologie là, à la Snowflake, là, quelque chose du genre, je dirais, moi, je trouve vraiment le gros avantage, c'est au niveau de la science de données. Donc, effectivement, oui, vos données peuvent être excessivement structurées, mais après ça, quand un data scientist va arriver, lui, il ne voudra pas des tables de faits, il ne voudra pas des tables de dimension. Il va avoir des besoins assez différents de la création de rapports ou c'est ça au niveau de l'intelligence d'affaires. Lui va vouloir des données brutes, va vouloir être capable d'aller chercher les attributs de tous les clients, par exemple, ou de d'autres informations qui ne sont pas nécessairement dans votre entrepôt de données. Donc, puis juste aussi les avantages au niveau d'avoir les données brutes à un endroit, donc d'être capable là, de reprendre votre chargement si jamais il y a un problème, puis de ne pas nécessairement avoir à rappeler votre source de données pour ça. Pour moi, c'est deux avantages intéressants. Puis, au prix que se trouve le stockage aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on peut aller s'acheter une petite clé USB d'1 TB, puis ça ne coûtera vraiment pas cher. On peut aller s'acheter ça au peu importe à quel magasin, j'allais dire Future Shop, ça n'existe plus. Mais enfin, dans l'info nuagique, encore une fois, c'est un des services les moins chers, c'est les services de stockage. Donc, c'est facile à acquérir aussi, c'est pas cher. Il y a la série d'avantages que j'ai parlé plus tôt aussi. J'espère que ça répond à la question, Vincent. Merci, Gabriel. Deuxième question anonyme. Comment démarrer un projet d'entrepôt de données si on a déjà un entrepôt de données on-prem en place? Oh, ça, c'est une bonne question. Ce qu'on peut faire, on peut voir, on peut adresser ça en faisant justement quand je parlais tantôt d'être un peu itératif dans son processus, c'est de commencer à mettre un entrepôt de données en place avec Synapse, par exemple, puis de trouver un petit bout de votre entrepôt de données. Je suppose que s'il est déjà sur site, il doit quand même être assez gros, assez imposant. Donc, commencez à sélectionner certaines tables de faits, certaines dimensions qui sont les plus utilisées par vos utilisateurs ou vraiment un petit segment. Commencez par ça, tester et réitérer après. Puis après, de toute façon, vous commencez avec une instance de Synapse qui est très petite, puis on la fait grossir tranquillement, puis on commence à décommissionner tranquillement des bouts de l'entrepôt de données on-prem, puis on commence à en rajouter tranquillement au niveau de l'info nuagique. Donc, on y va vraiment étape par étape. On profite du fait que sur le cloud, dans l'info nuagique, on paie à ce qu'on utilise. Donc, on commence étape par étape, on fait grossir ça tranquillement. Puis, on essaie de trouver le choix du premier, le choix de l'espèce de preuve de concept que vous allez faire va être importante. Vos utilisateurs vont devoir être on board, prêts pour tester, etc. Donc, c'est le genre de choses qu'il faut garder en tête aussi quand on pense à une espèce de modèle évolutif comme ça. Gros merci, Gabriel. Une autre question qui nous vient de Yakim. Quelle est la différence entre Event Hub, Event Grid et Service Bus? Dans quel cas utiliser une technologie ou l'autre? Et est-ce que Stream Analytics se connecte à ces trois technologies, donc Event Hub, Event Grid et Service Bus? Il y a des très bonnes questions là-dedans. Pour être franc, je ne me sentirais pas totalement à l'aise de répondre à la première.
Je ne suis pas exactement certain de la différence, mais on pourrait te recontacter, Yakim, pour avoir vraiment, pour te donner vraiment la bonne information là-dessus. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que les trois se connectent à Stream Analytics. Ça, je peux te le garantir maintenant. C'est effectivement le cas. La différence exacte entre les trois, de mon côté, j'ai surtout travaillé avec Event Hub, mais ce que je crois, c'est qu'ils ne se connecteront pas nécessairement au même type de capteur. Mais ça, on pourra te le revalider après la présentation. Merci, Gabriel. Une autre question anonyme qui dit « On a déjà débuté un projet d'entrepôt de données et nous aimerions savoir si le projet est mené correctement et si notre architecture est viable à long terme. Pensez-vous pouvoir l'évaluer? » Effectivement, chez nous, on ne fait pas juste des projets, de création d'entrepôts de données modernes. Ce qu'on peut faire aussi, c'est on appelle ça, nous, des feuilles de route analytiques. Donc, on peut venir chez vous, aller regarder vos pratiques, aller regarder votre architecture, faire des recommandations pour vos équipes internes, les monter en compétences aussi, les aider. Donc, on peut autant vous aider au niveau technique, là, dans l'implémentation, que dans la validation de vos besoins. Si vous avez besoin d'aide à discuter avec vos usagers, à créer cette roadmap-là analytique à long terme, on peut vous aider vraiment dans ces deux types de mandats-là. Gros merci, Gabriel. Il y a beaucoup de questions qui continuent à rentrer. Question qui nous vient d'Étienne. Est-ce que les outils Microsoft créent une documentation et un linéage de données entre les différentes couches? Question numéro 1. Et question numéro 2, est-ce que les outils créent les dépôts selon des automatismes où l'on doit créer les contenants d'avance? Là, je vais commencer avec la deuxième question. Je suppose que là, quand on parle de dépôt ou de contenant, on parle de différents dossiers à l'intérieur du lac de données. Quand on travaille avec un Azure Data Factory, on peut effectivement automatiser la création de ces dossiers-là. Donc, de dire, bon, ben, je segmente mes données par date, par exemple. Donc, on va être capable d'automatiquement faire je vais le simplifier en SQL. Mon cerveau fonctionne bien en SQL habituellement. Donc, on met un get date, ça va créer nos dossiers avec la date du jour. Donc, votre création de dossier, la création des différents sous-dossiers dans votre lac de données peut être totalement automatisé. Si je reviens à la première question maintenant, il y a un service qui est tombé en disponibilité générale. Ma traduction est très mauvaise, là, mais GA chez Microsoft, en General Availability, qui s'appelle Purview. Donc, ça vous permet justement d'avoir ce lineage-là de données. L'outil n'est pas encore parfait, mais Microsoft prend beaucoup de feedback sur l'outil, mais il est tombé dernièrement GA, donc c'est vraiment quelque chose que je vous suggère d'aller voir. Ça va vraiment suivre votre lineage de votre source. Puis tranquillement, il s'en vient même jusqu'à Power BI. Donc, c'est un outil qui est pas à négliger. Puis effectivement, c'est un très bon point là, de rajouter la portion Purview là, à cet entrepôt de données moderne-là pour le gérer. Puis même, je profiterai de la petite aparté. Là. Il y a plusieurs services aussi qui peuvent nous aider, là, que ce soit Azure DevOps pour s'assurer du passage là, de développement, QA, production, vos différents environnements, que ce soit pour votre lac de données, pour votre entrepôt de données, pour ADF. On a des outils aussi comme Azure Automation qui vont permettre d'être un peu comme un script PowerShell, donc de gérer l'automatisation de votre plateforme, donc d'arrêter de démarrer Synapse à des heures particulières, de l'arrêter si, par exemple, le soir, on s'attend qu'il n'y ait personne qui l'utilise, ça va l'arrêter, comme ça, il n'y a pas un humain qui va oublier de l'arrêter finalement, puis de continuer à engranger des coûts durant la nuit. Donc, longue réponse courte ici, là, mais j'espère que ça a répondu à la question, aux deux questions. Merci, Gabriel. Une question qui nous vient de Jawad. La migration vers ces plateformes ne se fait pas un jour. Il y a une phase transitoire qui s'impose souvent. Donc, comment faire cohabiter l'ancienne et la nouvelle selon les différents cas d'usage? Premièrement, j'en ai pas parlé aussi, mais il y a beaucoup d'outils qui vont aider. Il y a beaucoup des outils d'Azure Migration, donc qui vont aider soit à envoyer vos bases de données vers l'info nuagique. Donc, c'est des services que vous pouvez utiliser pour vous connecter à vos bases de données on-prem, puis qui vont automatiquement être envoyés vers l'info nuagique. C'est des choses qu'on peut faire. On a même des diagnostics qui peuvent nous dire est-ce que notre environnement va être prêt? Est-ce que tous mes scripts SQL vont être capables de rouler dans un Synapse ou dans un SQL ou dans un Azure SQL? Donc, c'est plein d'outils que vous pouvez utiliser puis qui vont vous aider. Tantôt, je vais me répéter un peu, là, mais je parlais dans ADF au niveau du lift and shift ou du réhébergement
de scripts existants au niveau SSIS. Donc, c'est quelque chose à laquelle vous pouvez commencer. Donc, vous commencez tranquillement à aller vers l'info nuagique. Vous prenez certains ETL que vous ramenez, que vous décommissionnez d'SSIS et que vous ramenez tranquillement vers l'info nuagique. Donc, on y va vraiment là, étape par étape, step by step, puis on essaie ce qu'on appelle, nous, de livrer ce qu'on appelle une tranche verticale. Donc, ce que je veux dire par là, c'est d'être capable de répondre à un besoin client. Pas juste de dire « Hey, super, j'ai envoyé toutes mes données dans mon lac de données. » Ouais, mais c'est parce que ça ne donne rien à votre utilisateur final. Ce qu'on devrait dire, c'est « Regarde, j'ai un petit rapport maintenant où j'ai mes données de vente, puis regarde, on part de la source, on envoie ça dans notre lac de données, on les traite avec Databricks, par exemple, puis on les envoie vers Power BI. » Donc, j'ai vraiment un petit besoin, mais où j'ai vraiment fait le chemin au complet dans mes 5 couches. Donc, il faut vraiment avoir plus la tête à ça que j'ai tout terminé mes ETL. Il faut vraiment y aller besoin par besoin. Très clair. Merci, Gabriel. Dernière question. Je sais qu'on est une minute au-dessus de ce qu'on avait prévu, mais je pense que la dernière question peut être intéressante pour les participants qui sont encore avec nous. À partir de quelle taille d'entrepôt de données est-ce que c'est rentable de basculer vers un data lake? Peux-tu juste la répéter, Samy, s'il te plaît? Absolument. À partir de quelle taille d'entrepôt de données est-ce que c'est rentable de basculer vers un data lake? Il ne faut pas oublier que, puis là, la réponse longue, elle va être dans le webinaire du data lake, là, mais un data lake, ça ne vient pas remplacer votre entrepôt de données. C'est vraiment 2 besoins différents. Le data lake, lui, va vraiment être là pour avoir une copie là, dans la zone brute de vos données que vous chargez et va pouvoir être utilisé, par exemple, par un data scientist pour faire de l'apprentissage machine, des algorithmes, etc. Vous ne pouvez pas vous connecter, vous pouvez le faire, là, vous connecter à votre data lake avec un Power BI, mais gérer des fichiers plats, ça va quand même être assez fastidieux là, à ce niveau-là. Donc, il faut vraiment pas voir les 2 outils comme des compétiteurs. Puis ça, on en parle en long et en large, là, justement, dans le webinaire là, de lac de données, oui. Ça serait un peu long à avoir la longue réponse ici, mais la réponse courte, c'est les 2 outils sont vraiment complémentaires. Ils ne sont pas, en conflit entre eux. Les 2 travaillent ensemble. Les 2 vont vraiment adresser 2 besoins différents. Merci. J'ai dit dernière question. Finalement, il y en a une autre qui est arrivée. À partir de... non, c'est pas celle-ci. Combien de jours / semaines peut-on estimer pour mener de bout en bout un entrepôt de données / Power BI? Ah ben là, j'ai envie de sortir ma carte de consultant là, puis de répondre ça dépend. Là. Ça dépend de la grosseur, ça dépend du nombre de données à créer. Ça va dépendre de la source. Est-ce que vous connaissez déjà bien votre source? Est-ce que vous connaissez les transformations à effectuer? C'est la grosseur de votre besoin. Tantôt, je donnais l'exemple d'un tout simplement d'avoir d'avoir un tableau de bord de vente qui va vraiment passer dans chacune des couches. Juste pour vous donner une idée comme ça, nous, on a différents projets clients où le besoin est quand même pas petit, puis on a une équipe quand même assez... quand on arrive chez nos clients, on arrive avec nos équipes. Ce n'est pas une personne qui fait ça tout seul. Puis habituellement, là, en l'espace de... disons que le client n'a jamais travaillé avec Azure, donc il faut instancier les services, il faut instancier tout ce qui est dev, production, QA, etc. C'est quelque chose qui peut prendre une vingtaine de jours à peu près. Là. Mais là, on parle d'un besoin un peu plus grand. On parle d'une entreprise qui n'a jamais travaillé dans Azure, donc il faut instancier les services, etc. Puis on parle d'une équipe quand même de développement un peu plus importante, là, comme j'ai dit, qu'une personne qui ferait ça tout seul dans son organisation. Fait que j'ai sorti ma carte de consultant avec mon ça dépend, mais je vous ai quand même donné un exemple là, de projet qu'on peut faire chez nos clients. Là. Marc Potvin, il amène une petite précision à sa question. Il dit pour une seule donnée, donc un fait ou une dimension, pas l'entrepôt au complet. Pas l'entrepôt au complet, sérieusement, ça peut être quelque chose qui se fait quand même rapidement, mais pour, encore une fois, être présenté à des usagers, être présenté en production, oui, le service est simple à instancier, mais là, après ça, il faut penser à être capable d'intégrer chacun des différents services pour qu'ils fonctionnent ensemble. J'aurais de la misère à dire en bas d'une semaine là, pour juste s'assurer que tout fonctionne bien. Je suis un peu perfectionniste moi-même. Quelqu'un qui sait exactement
qu'est-ce qu'il y a à faire, où il s'en va, etc. C'est pas l'exécution nécessairement qui est complexe, c'est vraiment plus la planification, puis de s'assurer que notre sécurité est bonne, qu'on a créé les bonnes couches à l'intérieur de notre lac de données et tout ça, là, que l'exécution en tant que telle. J'espère que ça répond à la question, Marc. Super. Il n'y a aucune question supplémentaire. Je pense qu'on avait fait le tour. Merci à toutes et à tous pour vos questions. Merci à Gabriel d'y avoir répondu avec exactitude. On vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui. On a d'autres webinaires qui sont en élaboration, donc merci d'avoir participé à celui-ci. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui est présentée, donc info@groupeneos.com. Entre-temps, on vous souhaite un excellent jeudi et on espère vous revoir au prochain rendez-vous. À bientôt. Merci beaucoup à tous.